Jean Moutapa, bonjour. Bonjour. C'est pour nous une très grande joie et un honneur de vous accueillir sur notre chaîne YouTube pour présenter un livre tout à fait majeur. Alors on est tout près d'Hanouka, tout près des fêtes de Noël, donc c'est un ouvrage Oui, qui pourrait être offert à de nombreuses personnes. Donc il est près de nous, vous pouvez le présenter oui, c'est à quand même l'écran. un bon cadeau parce que 1088 pages, 150 auteurs et 470 illustrations et 2,5 kg. Voilà. Alors, première question, pourquoi ce livre? Écoutez, c'est un vieux rêve d'il y a 20 ans pour moi. J'ai fait en 2006, je dirige le département spiritualité des éditions Albin Michel. Et pour moi, pour étudier les spiritualités, parce que c'est spiritualité au pluriel, pour étudier les spiritualités, il faut faire de l'histoire et de la géographie. Et de plus en plus, je pense que les sciences humaines ont leur mot à dire dans la prise en compte du fait religieux et même du dialogue interreligieux. Pas de, pour Hmm. moi, qui suis très engagé là-dedans, en tant que catholique, euh, depuis longtemps, pas de dialogue interreligieux sans les sciences humaines, sans l'apport des sciences humaines. Sinon, on raconte n'importe quoi. On peut raconter n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'était j'avais fait en 2006 donc une première encyclopédie histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Mohamed Harkoun, qui avait eu un gros succès. Puis en 2013, histoire des relations entre juifs et musulmans. Question, on ne peut plus. Si vous voulez, ce genre de question qui est abordée par la presse avec des biais terribles. Et il s'agit de déconstruire par l'histoire de longtemps, par l'histoire de longtemps, quand on se rend compte de l'histoire au cours des siècles, alors on voit un peu les choses différemment. Mais alors on prend les meilleurs scientifiques et on les oblige à écrire un peu pour tous. Et la maquette, le fait qu'il y a des grands articles, puis des petits, des articles plus courts, des encadrés, beaucoup d'illustrations, des cartes, des frises temporelles, etc., permet au grand public d'avoir accès au meilleur de la science actuelle, des sciences humaines, sur un sujet donné. Voilà. Donc, alors, on a fait un Jésus comme ça, hein, en 2017. On a fait un après Jésus en 2020. Et voilà, je voulais réaliser ce rêve autour de, du, des Juifs de France, mais on ne voulait pas faire une histoire des Juifs de France. Ça existe, il y en a plusieurs sur le marché. Il y en a une d'ailleurs qui n'est pas mauvaise chez Albin Michel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est l'interculturalité. Et donc, c'était montrer à quel point, parce que je connaissais un petit peu, à quel point euh, ce qu'on appelle la culture française d'aujourd'hui, je ne veux pas parler d'identité, mais est imprégné de cette très longue relation avec le fait juif, avec le monde juif. Voilà. Alors, il y a eu toute une équipe avec une coordinatrice. Est-ce que vous pouvez nous évoquer à la fois le choix des rédacteurs, des rédactrices et les départements qui leur étaient assignés dans la rédaction des pages? Alors, il y en a beaucoup, il y en a 150. Il y a 150 contributeurs. L'essentiel, c'était le choix. Dans ce genre de grosses opérations encyclopédiques, l'essentiel, c'est le choix du directeur d'ouvrage, hein, ou de la directrice d'ouvrage. Pour Jésus, c'était Monseigneur Joseph Doré. Donc, on ne pouvait pas faire mieux, hein, dans ce domaine. Et là, il y a eu un moment de latence parce que voilà, j'ai lancé ce rêve avec une dame qui était
la fondation, qui dirigeait la fondation du judaïsme français à l'époque, Nelly Hanson, à laquelle je rends hommage dans mon avant-propos, et qui est décédée entre-temps, et qui n'a pas vu la réalisation, même le début de la réalisation de ce qui était en latence, jusqu'à ce que je rencontre Sylviane Goldberg, qui dit elle-même qu'elle n'est pas spécialiste du judaïsme français, elle est spécialiste de l'histoire du judaïsme, des Juifs en Europe surtout, mais qui est une savante, on ne peut pas plus. C'est elle qui, en début de carrière, a fait aux éditions du Cerf le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, qui fait toujours référence, qui est passé en collection bouquin maintenant, qui fait toujours référence. Et donc, en fin de carrière, je lui propose, je lui mets ça dans les mains. Est-ce que tu veux y aller? Elle avait publié plusieurs livres chez Albin Michel. Elle a mis un certain temps à répondre parce que c'était une lourde responsabilité, c'était un engagement sur plusieurs années. Mais je pensais qu'elle avait non seulement sa propre science, mais elle avait travaillé de tout temps avec des laboratoires scientifiques, d'historiens, de sociologues, etc., dans toute l'Europe, en Israël et beaucoup aux États-Unis. Elle avait enseigné aux États-Unis aussi. Or, vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup dans les grandes universités, de professeurs qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de France et qui s'intéressent beaucoup au judaïsme et donc aux Juifs de France aussi. Donc on a 150 auteurs de 6 pays différents, dont beaucoup la France, les États-Unis et Israël. Alors comment est composé le livre? Alors le livre est composé d'une manière chronologique. C'est une histoire de France. Hein, Histoire juive de la France. Bon, c'est moi qui ai trouvé le titre un peu provocateur. Hein. C'est un petit clin d'œil à l'antisémite Drummond, qui avait fait un énorme succès à la fin du 19e avec la France juive. Oui, on aurait pu appeler ça la France juive. Hein. Mais là, ça aurait été un peu trop provocateur. Quoi. Et donc, cette histoire juive de la France, c'est une histoire de France. Donc, on reprend, si vous voulez, les éléments depuis les Gaules jusqu'à la fin du XXe siècle. On s'arrête à la fin du XXe siècle, on ne va pas jusqu'à nos jours. Hein. Et dans la géographie de ce qui est aujourd'hui la métropole française, parce qu'attention, le royaume de France, d'abord, dans la Gaule, on n'en parle même pas, et puis même longtemps, pendant des siècles et des siècles, ce qu'on appelle le royaume de France est tout petit, même si le roi est suzerain de baronnie, donc on prend la géographie de la métropole française, mais on y ajoute aussi, avec le colonialisme, l'extension sur le Maghreb à un moment donné, quoi. Et donc, dans cette chronologie, il y a 4 parties. Alors, une qui va de l'Antiquité, parce que bon, la Gaule, c'est l'Antiquité, et les premiers Juifs, on a des traces des tout premiers siècles. Alors, c'est il y a des traces archéologiques, il y a des traces textuelles aussi, mais c'est vraiment les tout premiers siècles. Donc, je dis toujours, les premiers Juifs sont arrivés des siècles dans le sud de la France, comme citoyens romains d'ailleurs, des siècles avant que le premier franc mette le pied dans la Gaule, d'ailleurs dans la Gaule belge, et non pas... Bon. Donc, vous voyez, quand on parle de cette idée de minorité, cette idée que les Juifs viennent d'ailleurs, les Juifs sont d'éternels étrangers, le Juif errant, etc. C'est ça qu'il fallait détruire. Hein. Donc, les Juifs sont là. Il y a des traces de Juifs bien avant le christianisme, avant la communauté de Lyon, Saint-Irénée, etc. Donc que ce soit clair, vous voyez, on commence comme ça, et cette première partie va jusqu'à toute une partie du Moyen-Âge, jusqu'à 1396, l'expulsion
soi-disant définitive et totale des Juifs du Royaume de France. Mais enfin, ils vont juste à côté, puisque je disais, le Royaume de France à l'époque ne couvre pas toute la métropole. Mais enfin, voilà, on s'est arrêté symboliquement là, parce que par la suite, deuxième partie de ce 1396 jusqu'à la Révolution, euh, on est censé ne plus avoir de Juifs sur le territoire français. En réalité, ils arrivent, d'abord, ils ne sont pas tous partis. D'autre part, beaucoup arrivent par le sud-ouest en tant que portugais, c'est-à-dire, ou alors nouveaux chrétiens, c'est-à-dire ce sont des juifs venus d'Espagne en passant ou de portugais qui sont passés par le Portugal, qui sont arrivés sur le sud-ouest comme chrétiens convertis, mais ils étaient poursuivis par l'Inquisition espagnole et portugaise. C'était absolument terrible. Donc ils arrivent comme portugais. Ils ont beaucoup d'avantages. On les reçoit parce que, au point de vue commerce, ils ont des liens avec les Pays-Bas, avec le Nouveau Monde aussi. Et donc, ils sont utiles. Et au bout, au bout de une génération, 2 générations, on voit qu'ils reviennent à des tombes où leurs noms juifs apparaissent, et assez facilement, ils sont comme ça tolérés. Ils ont même à un moment donné des lettres patentes en tant que juifs. Bon. Et puis, il y a l'extension du royaume de France du côté de l'Est, hein, avec Metz, la Lorraine et l'Alsace surtout, où là, alors, il y a une population nombreuse, très nombreuse, voilà, qui va petit à petit venir à Paris aussi. Mais enfin, on a appelé ça l'étrange présence-absence des Juifs pendant toute cette période. Alors, c'est non seulement, en réalité, ils sont là, physiquement, mais en plus, c'est étrange parce qu'ils obsèdent le fait juif, le destin juif obsède toute la culture française. La culture classique, Esther de Racine. Hein, et je ne sais pas, moi, Montaigne. Alors Montaigne, lui, était un descendant de Maran, très, très certainement. Donc c'est pas pareil, mais toute la culture, ce qu'on appelle la culture française de cette époque. Et puis ensuite, au XVIIIe siècle, toutes les discussions entre les philosophes des Lumières contre la question juive obsède le monde intellectuel et artistique français. Voilà. Troisième période, alors c'est la plus longue, qui va de l'émancipation, alors donc en passant par Napoléon, le consistoire, Napoléon qui organise tout ça d'une manière autoritaire avec le consistoire, et qui va jusqu'à ce qu'on appelle la trahison, hein, c'est-à-dire Vichy, dernier chapitre de cette partie où les Juifs, tout le XIXe siècle, émancipés, peuvent accéder à tous les métiers, et se montre d'une créativité extraordinaire, à la fois sur le plan économique, artistique, etc. Mais ça se termine mal avec la Shoah. Et puis la quatrième partie, qui est rarement traitée, c'est depuis la Shoah, reconstruire la France, mais en même temps reconstruire un judaïsme français, avec de nombreux bouleversements, la création de l'État d'Israël en 1948, et puis dans les années suivantes, justement, et avec la guerre d'Algérie, etc., l'arrivée massive de juifs dits séfarades, hein, c'est-à-dire du Maghreb, du Maroc, de Tunisie et d'Algérie, dans des conditions souvent difficiles, ce qui fait qu'on est le pays en Europe, on est le seul pays en Europe
qui a le plus de juifs avant la Shoah après la Shoah qu'avant. Plus de juifs après la Shoah qu'avant. Oui, parce qu'il y a aussi de nombreux juifs ashkénazes, c'est-à-dire venus des pays de l'Est ou d'Allemagne, qui sont venus en France, souvent pour passer en France pour aller en Israël, mais pas que, qui sont restés en France. Et donc on a cet apport-là, puis l'apport séfarade. On a la plus grande communauté juive d'Europe. On a une communauté plus grande, encore que le mot communauté, il faut voir, mais on a une communauté plus grande après la Shoah qu'avant, et on a fait unique un monde juif qui est plus séfarade qu'ashkénaze en France. Et ça, c'est un cas unique. Voilà. Même en Israël ou aux États-Unis, ça n'existe pas.